si les opinions publiques occidentales connaissaient le taux de perte des Ukrainiens, ils n'accepteraient plus de soutenir l'Ukraine. Non pas qu'ils n'aiment pas l'Ukraine, mais parce que les opinions publiques diraient qu'il faut arrêter ce massacre. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien colonel des services de renseignement en Suisse, vous êtes spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez été engagé dans des négociations avec les plus hauts responsables militaires et du renseignement russe juste après la chute de l'URSS. Au sein de l'OTAN, vous avez participé à des programmes en Ukraine et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Et donc, vous êtes l'auteur de plusieurs livres majeurs aux éditions Max Milo. Tout d'abord, Gouverné par les fake news, puis Poutine, maître du jeu, ensuite Opération Z, paru en septembre. Quel bilan de l'opération militaire russe faites-vous à ce stade? Eh bien, contrairement à ce que prétendent nos médias, on pourrait dire que la Russie a atteint tous les objectifs qu'elle avait annoncés en février de cette année. Vladimir Poutine avait fixé deux objectifs, la dénazification et la démilitarisation de la menace qui pesait sur les populations du Donbass. La dénazification, eh bien, c'est un objectif qui a été atteint au mois de mai et que les militaires russes ont annoncé officiellement comme étant un objectif atteint. Reste l'objectif de démilitarisation, qui était donc l'anéantissement de la menace militaire sur les troupes du Donbass. Cet objectif, si l'on regarde bien, et ce n'est pas seulement mon avis, mais c'est l'avis aussi d'experts, notamment outre-Atlantique, de dire que la Russie a atteint cet objectif et l'armée ukrainienne que l'on observe aujourd'hui, certains d'ailleurs l'appellent armée ukrainienne 2.0, parce que l'armée 1.0, elle, celle qu'on a connue, celle que les Ukrainiens avaient déployée en février de cette année, n'existe plus. On a, au fil des mois et des pertes, les Ukrainiens ont remplacé à peu près totalement l'armée qui était en février. On a beaucoup parlé en Occident de la mobilisation partielle de 300 000 hommes décidée par la Russie en septembre de cette année. Mais on n'a pas dit que, parallèlement à ça, l'Ukraine a fait 7 ou 8 mobilisations successives pour justement combler les trous des pertes énormes qu'ils ont eues. L'objectif de militarisation, il est factuellement atteint, mais il faut rester prudent quand même dans la formulation, parce que les Occidentaux ont poussé les Ukrainiens à continuer cette guerre, donc à réalimenter leur armée. Et si vous voulez, il n'y a jamais eu, le front s'est jamais figé. Les Occidentaux ont poussé à ce que la guerre continue. Donc, oui, l'armée ukrainienne de février a disparu, mais il existe toujours une armée ukrainienne. C'est le problème du verre à moitié vide ou à moitié plein, si on est honnête. Je pense qu'il est important de voir l'aspect du verre à moitié vide aussi, parce que en Occident, nous avons ignoré, ou nous voulons ignorer, ou nous ne voulons pas voir, le coût humain de la guerre pour les Ukrainiens. Zelensky avait proposé aux Russes de négocier le 25 février déjà, donc un jour après le début de l'offensive. Ce sont les Européens qui lui ont dissuadé de le faire. Et le même phénomène s'est reproduit à la fin mars, où Zelensky a fait une offre très concrète aux Russes qui intéressait les Russes, et les Russes étaient prêts à s'engager sur la voie de la négociation sur la base de la proposition de Zelensky. Mais ce sont les Occidentaux, et notamment Boris Johnson, qui a imposé à Zelensky de retirer sa proposition. Et depuis le début avril de cette année, et je rappelle que d'ailleurs les insistances occidentales pour que Zelensky retire son projet se sont faites avant le massacre de Boutcha. Ce qui est quand même indicatif, et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas à cause de Boutcha que les négociations ont capoté, on est avant. On est bien avant, parce que même Boris Johnson a téléphoné à Zelensky pour lui demander de retirer son projet le 2 avril,
et l'affaire de Boutcha est sortie le lendemain, le 3 avril. Donc les deux sont distincts. Mais le fait est que depuis le mois d'avril, il n'y a plus d'initiative de paix, il n'y a plus de tentative de négociation, et donc les Ukrainiens ont continué à perdre des troupes qu'ils ont dû réalimenter au fur et à mesure, et la Russie a stabilisé plus ou moins son front. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. On a au mois de septembre, comme vous le savez, il y a eu les référendums dans 4 régions de l'Ukraine, du sud de l'Ukraine, les régions de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, et qui ont finalement eu pour conséquence une extension du territoire de Russie sur celui de l'Ukraine, faisant la jonction terrestre entre le territoire russe et la Crimée. Donc voilà où on en est. Et actuellement, strictement rien n'indique que la Russie est en position de faiblesse. Donc, on est dans les approvisionnements d'armes occidentales avec l'idée que la Russie ne tiendra pas, et vous avez tout un discours. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir aussi ce discours qui, depuis le mois de février, à vrai dire, vous avez les experts occidentaux, notamment sur la radio-télévision suisse, sur LCI, qui se suivent, pour nous dire que la Russie a épuisé toute sa réserve de missiles, qu'ils n'ont plus aucune capacité, qu'ils sont à bout de souffle. Et quand on voit les dernières offensives de missiles qui ont été faites au début octobre, et puis ou fin septembre, et puis à la mi-octobre, on s'aperçoit que les Russes sont très loin d'être à bout de souffle, et qu'au contraire, leur capacité et leur réserve en armes semblent quasi inépuisables. Enfin, elle n'est certainement pas inépuisable, mais en l'état, il y a quand même une très nette supériorité, une supériorité matérielle. Cette supériorité matérielle, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Obama, en 2016 ou 2018, avait dit qu'il ne fallait pas s'attaquer à la Russie, il ne fallait pas utiliser l'Ukraine pour s'attaquer à la Russie, parce que la Russie avait la dominance de l'escalade, la capacité de dominance de l'escalade. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait faire en Ukraine allait inévitablement se heurter à une capacité d'escalade beaucoup plus grande en Russie que ne l'avaient les Occidentaux en Ukraine. Et le conseil d'Obama était sage, mais apparemment ni nos médias ni nos politiciens n'ont su écouter ce message-là. Et aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui ont payé le prix. Ils ont payé le prix parce que, si vous regardez d'ailleurs aussi les chiffres qu'on trouve dans nos médias, on parle très souvent des pertes russes, on parle de centaines, dizaines, enfin je ne sais pas combien de milliers. Et on ne parle jamais des pertes ukrainiennes, un peu comme si l'Ukraine se battait finalement sans jamais rien perdre, et que tout ce qui se passait en Ukraine était systématiquement au passif de la Russie. Or, et d'ailleurs de nombreux militaires américains ont essayé de corriger le tir, disant faites attention parce qu'en réalité c'est l'inverse qui se passe. Même un général américain qui avait dit, c'était à la fin de l'été, il a dit que l'armée ukrainienne, à la fin de l'été, donc aux environs d'août par autour, j'ai pas la date précise en tête, c'était le général américain Tweety, il avait dit que l'Ukraine avait déjà perdu 200 000 hommes. Alors, est-ce que son chiffre était vérifié? Est-ce qu'il ne l'était pas? Est-ce qu'il était juste? Est-ce qu'il n'était pas? On peut discuter. Mais ce qui prouve que les militaires américains, en tout cas, avaient le sentiment que l'Ukraine perdait beaucoup plus de troupes que ce que disaient nos médias.
Et on voit aussi, d'ailleurs, du côté ukrainien, il y a une réticence à publier le nombre de pertes. D'ailleurs, on constate même, c'est assez intéressant, que lorsqu'il y a eu des offensives, ou ce qu'on appelait contre-offensives ukrainiennes dans différentes zones, qu'elles ont été repoussées, les Russes ont offert la possibilité aux Ukrainiens de récupérer leurs morts. Et l'armée ukrainienne a refusé d'aller les chercher. On peut interpréter ça de différentes manières, et ça s'est vu à plusieurs reprises. Il y a eu ça dans la région de Kharkov, il y a eu ça dans la région de Kherson aussi, et ça peut s'interpréter de différentes manières, mais une des manières pourrait être que les Ukrainiens ont des pertes qui sont considérablement plus importantes que ce que nous disent nos médias, et que l'Ukraine, et notamment Zelensky, est convaincu, et peut-être pas à tort, d'ailleurs, que si les Occidentaux, si les opinions publiques occidentales connaissaient le taux de perte des Ukrainiens, ils n'accepteraient plus de soutenir l'Ukraine. Non pas qu'ils n'aiment pas l'Ukraine, mais parce que les opinions publiques diraient qu'il faut arrêter ce massacre. Parce que ce qui se passe, et il y a aussi une chose qu'il faut se rappeler, parce que quand on parle de la faiblesse de la Russie, de son incapacité à gagner la guerre, etc., ça se fait toujours sur la base des objectifs que nous avons fixés. Je voyais encore tout récemment sur la télévision suisse, un expert, d'ailleurs un expert de l'IRIS, qui disait l'objectif de Vladimir Poutine était d'occuper l'Ukraine. C'est faux. La Russie, ni Vladimir Poutine, n'ont jamais dit qu'ils voulaient occuper l'Ukraine. À vrai dire, ils ont même dit l'inverse, qu'ils ne voulaient pas occuper l'Ukraine. L'objectif, c'est vraiment de détruire la capacité, entre guillemets, de nuisance de l'Ukraine sur les troupes du Donbass. Et donc, et le général Surovikin, qui a été nommé en début octobre, a expliqué ça. Il a dit, pour nous, le but n'est pas de prendre du territoire, le but c'est de détruire les capacités ukrainiennes. Et il a employé le terme russe de moudre, n'est-ce pas? Donc on est en train de moudre l'armée ukrainienne. Et c'est pour ça qu'en réalité, si on prend les objectifs russes formulés à la lettre, si on les prend à la lettre, eh bien on pourrait se dire que les Russes pourraient rester sur une ligne fixe et absorber, chaque fois qu'il y a des attaques, détruire les attaques, et ils atteindraient leur objectif de cette manière. Ils ne sont pas obligés d'avancer pour accomplir leur objectif. Si on va juste à fond dans le raisonnement, c'est la manière dont les Russes voient le problème. Mais évidemment, si eux restent fixes, ce n'est pas les autres qui vont venir se casser les dents sur les lignes de défense russes. Donc il doit y avoir quand même un élément interactif. Et cet élément interactif, il est aussi dû au fait, d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, l'avait expliqué, c'est-à-dire que plus on donne des armes à longue portée aux Ukrainiens, plus les Russes devront tirer dans la profondeur et essayer d'aller dans la profondeur pour détruire ces armes. Par conséquent, on est dans quelque chose où le territoire pour les Russes n'a pas d'importance et où la destruction des capacités est le premier important. Et vous avez l'inverse pour les Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, pour eux, évidemment, l'objectif c'est de récupérer le territoire. Et comme ils ont aussi développé un vocabulaire là-dessus, peu importe le prix, l'important c'est de récupérer ces terres. Donc vous avez exactement le phénomène inverse. D'un côté, vous avez les Russes qui essaient de préserver leurs capacités et à détruire les capacités de l'autre, mais sans chercher à prendre du territoire. Et vous avez les Ukrainiens, d'autre part, qui cherchent à reprendre le territoire qu'on leur a pris à n'importe quel prix. Et donc, vous avez une situation où, pratiquement nécessairement, les Ukrainiens sont dans une situation où ils ne peuvent que perdre des troupes. Ça vous explique d'ailleurs les situations qu'on a vécues à Kharkov et, par ailleurs, à Kherson il y a quelques semaines. Parce que là, on s'est trouvé dans des situations, et où les Russes se sont trouvés dans la situation où ils avaient des territoires où ils avaient relativement peu de troupes. Et si vous regardez d'ailleurs mon ouvrage Opération Z, j'ai un diagramme, un graphique, une carte qui montre la densité des troupes sur toute la largeur du front, si vous voulez.
Et vous verrez que dans les régions de Kharkov et dans les régions de Kherson, les Russes n'avaient pratiquement pas de troupes par kilomètre, si vous voulez. Et donc il y avait une densité très très faible, et donc, parce que c'était pas, pour eux, ça n'est pas l'essentiel de la guerre. Ils l'ont là pour un peu flangarder l'opération, le cœur de leur opération, qui se trouve autour du Donbass, ou à l'ouest du Donbass pour être plus précis encore. Et donc, lorsque, au mois d'octobre, enfin à vrai dire depuis l'été, les Ukrainiens ont multiplié des contre-offensives sur la région de Kherson, aucune de ces offensives, aucune n'a franchi, aucune n'a percé. Les Russes les ont toutes systématiquement balayées. Ils ont balayé avant tout avec de l'artillerie. Il y a eu très peu de combats. Il y a eu des combats, mais relativement peu. Ce qui veut dire que les Ukrainiens sont venus vraiment se faire massacrer par de l'artillerie sans même voir un soldat russe. Les pertes sont considérables. Il y a, entre début septembre et mi-octobre, on est avec des taux de perte plusieurs dizaines de milliers. Enfin, j'entends, c'est énorme ce que les Ukrainiens ont perdu. Donc, les Russes, quand ils, à Kherson, et dans la partie, vous savez, si vous regardez la carte, vous verrez que la ville de Kherson se trouve sur la rive droite du Dniepr, autrement dit sur la rive ouest du Dniepr. Et la garnison qui était là, c'était d'excellentes troupes, c'était des troupes aéroportées. Et le général Sourovikine a constaté que finalement, il pourrait utiliser ses soldats beaucoup mieux ailleurs que pour défendre une terre qui les intéressait finalement pas énormément. Et là, il y a quelque chose d'intéressant parce que vous vous rappelez que fin septembre, on a eu les référendums dans les 4 régions du sud de l'Ukraine. Mais vous savez aussi que ce qu'on appelle les Russes, qui ont fait cette opération en février, en fait, ça n'était pas les Russes. C'est une coalition de Russes et d'Ukrainiens russophones. C'était les milices de Donetsk et de Lugansk qui participaient à ça. Donc on avait, si vous voulez, 2 armées, une coalition de 2, voire 3 armées, si on prend Donetsk et Lugansk comme des entités distinctes. On avait donc une coalition de 3 armées, une armée russe, commandée depuis Moscou, une milice de Donetsk, commandée depuis Donetsk, et une milice de Lugansk, commandée depuis Lugansk. Et le tout était coordonné par l'état-major général russe. Une coordination, mais il n'y avait pas de commandement. Les milices du Donetsk et de Lugansk pouvaient faire, en fait, comme elles voulaient, si on peut bien. Il y a simplement une coordination. Mais lorsque les 4 républiques ont été intégrées à la Russie, alors la situation a changé, parce que du coup, on n'avait plus des formations indépendantes qui se battaient, mais c'était des formations russes. Et du coup, il a fallu réaménager toute la structure de commandement. Et d'avoir non plus une coordination à Moscou entre différentes formations venant de différentes entités politiques, mais il fallait un commandement pour des forces unies russes. Et donc, on a remis en place toute la hiérarchie. C'est intéressant parce que fin septembre, début octobre, quand vous regardez LCI, même la radio-télévision suisse, etc., on a dit, voilà, on limoge un tel, on remplace les commandements, ça veut dire qu'il y a du flottement dans le commandement russe, etc. Non, c'est tout simplement que le commandement russe a tout simplement adapté sa structure de conduite à la nouvelle structure politique qui était avec des forces qui étaient non plus étrangères, si vous voulez, mais avec des forces russes. Donc on n'était plus dans une force de coalition, mais dans une force russe. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est le général Sourovikine qui a été nommé commandant au début octobre. Il était nommé commandant en chef de l'opération en Ukraine. Et lui, lorsqu'il a été nommé, il a dit d'emblée, on est donc au début octobre, il a dit il faudra vous attendre à ce que je prenne des décisions difficiles.
Et il a évoqué la situation à Kherson. Parce que pour lui, comme militaire, comme beaucoup de militaires d'ailleurs, ils avaient dit finalement pourquoi est-ce qu'on voudrait mourir pour Kherson? Ça n'a aucun intérêt. C'est un territoire qui est très difficile à défendre et dont nous n'avons pas vraiment besoin. Et donc, ils se sont trouvés à Kherson, comme à Kharkov et comme à l'île aux serpents au mois de juin, dans la situation où l'énergie qu'ils devaient déployer pour défendre le territoire était beaucoup plus grand que l'intérêt stratégique de cette zone. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de retirer leurs troupes de Kherson. Évidemment, nos médias, on fait passer ça comme une victoire ukrainienne, que les Russes ont dû se replier sous la pression ukrainienne. C'est absolument faux. Depuis le début octobre, on observe une migration. Par exemple, les Russes ont déplacé de la partie de la rive ouest du Dniepr à la rive est. Ils ont déplacé par exemple des œuvres d'art. Toutes les œuvres d'art qui étaient rattachées à l'histoire de la Russie, ils ont déplacé. La dépouille du prince Potiomkin, qui a été le fondateur de Kherson et qui était enterré à Kherson, eh bien, lui aussi, ses restes ont été transportés du côté occidental et on a dans le calme, déplacé les personnes, etc. On a trouvé des logements sur la partie est, enfin sur la rive est du Dniepr. Et donc tout ça s'est fait en très bon ordre. Et le 10, sauf erreur, c'est le 10 novembre, lorsque le retrait de Kherson a été annoncé officiellement par l'état-major russe, le 11 novembre. La phase finale du retrait s'est faite le 10 novembre. Il y a à peu près 30 000 hommes qui ont été transférés dans le plus grand ordre, sans perte. Et d'ailleurs, assez curieusement, et beaucoup d'analystes militaires ont été très surpris de voir que les Ukrainiens n'ont absolument pas réagi. Quand les Russes sont partis, les troupes ukrainiennes sont restées totalement immobiles. Et donc, il n'y a eu absolument aucune poursuite, comme on a laissé entendre sur nos médias, il n'y a eu absolument aucune poursuite. Et les troupes russes ont pu changer de rive du Dniepr, et c'est ensuite que les troupes ukrainiennes sont rentrées. Un élément qui est assez intéressant, et qui montre d'ailleurs que le calcul des Russes était peut-être pas complètement irrationnel, c'est qu'aujourd'hui, le 21 novembre, donc 10 jours après que Kherson a été laissé par les Russes, eh bien aujourd'hui, les troupes ukrainiennes qui sont à Kherson commencent à être évacuées elles aussi. Et les Ukrainiens commencent à évacuer Kherson parce qu'ils se sont aperçus que c'est pas défendable. Et donc, ils pouvaient utiliser les troupes qui étaient à Kherson, pouvaient être utilisées beaucoup plus efficacement sur d'autres parties du front. Donc les Ukrainiens ont fait a posteriori le même calcul que les Russes. Donc tout ça vous montre que ce qu'on a fait passer dans nos médias comme étant une grande victoire ukrainienne, une grande défaite russe, est en fait une victoire pour les deux côtés, si vous voulez. C'est une victoire pour les Ukrainiens parce qu'ils ont récupéré du terrain, et c'est une victoire pour les Russes parce que finalement, ils ont pu préserver leurs troupes, pouvoir renforcer leur dispositif dans la région du Donbass où ils continuent à se battre et où ils font des progrès significatifs, tout en préservant la vie de leurs soldats. Donc si vous voulez, c'est une situation de, pour employer un terme à la mode, win-win. On sent chez les Russes une réflexion opérative. En France, on appellerait ça de la stratégie opérationnelle, qui est assez poussée, qui est assez efficace, en clair. Ou même, même pas seulement efficace, elle est efficiente, parce qu'elle obtient des objectifs sans sacrifier ses ressources. Donc, on peut dire au final que les Russes ont obtenu à minima ce qu'ils avaient défini comme objectif. C'est à partir du moment où on leur prête l'objectif de vouloir envahir
l'Ukraine qu'on peut parler de situation défavorable. Mais ça, les Russes ne l'ont jamais dit. Ils ont même dit qu'ils ne voulaient pas le faire. Donc on peut dire que le bilan, actuellement, est plutôt positif pour les Russes sur le plan militaire. Sur le plan du pays, de l'Ukraine, la situation est assez peu brillante parce que le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'attaques, l'attaque sur Sébastopol, l'attaque contre le pont de Kerch, clairement une attaque de type terroriste, qui a d'ailleurs suivi à peu près le même schéma que ce qu'on a vécu avec l'État islamique. C'est une voiture suicide, un camion bombe qui a explosé sur le pont en tuant son chauffeur et naturellement les personnes qui passaient dans les environs. Il y a eu l'affaire aussi des pipelines, des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Et les Russes ont vu que la situation commençait à déraper vers une sorte de terrorisme. D'ailleurs, ce n'est pas un terrorisme de résistance qu'il y a. C'est un terrorisme de commando. Des documents qui ont été retrouvés, d'ailleurs, qui ont été récupérés aux États-Unis, montrent que les Anglais ont été impliqués dans la planification de l'attaque du pont de Kerch. Concernant les gazoducs, on pourra peut-être en reparler, mais tout porte à croire qu'effectivement ce sont aussi les Occidentaux qui ont détruit ces gazoducs. Et puis il y a eu l'attaque contre Sébastopol avec des drones, des missiles, etc. Il y a eu l'attentat aussi contre Madame Dugina. Et il y a eu l'attentat contre Daria Dugina, absolument, en Russie. Donc ça, je pense que les Russes ont été un peu irrités à cause de ça. Ils ont compris que ce qui était derrière tous ces attentats, ça n'était pas simplement les Ukrainiens. Ce sont les Occidentaux qui sont derrière et qui poussent les Ukrainiens à faire les choses. Pour le pont de Kerch, selon les Russes, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est les seules indications qu'on a, c'est bien les Ukrainiens qui l'ont fait, mais sous la conduite, on peut dire, des Britanniques. Et on sait, comme j'ai dit, que les Britanniques avaient participé à la planification d'opérations contre le pont de Kerch. La même chose pour Sébastopol et, comme j'ai dit, pour Nord Stream. Donc, on voit une espèce de terrorisme qui est piloté par l'Occident et qui utilise, si vous voulez, les petits bras ukrainiens pour le faire. Je pense que les Russes ont dit, bon, puisque vous voulez finalement prolonger la guerre, eh bien, on va vous montrer ce que ça coûte de prolonger la guerre. Et vous noterez que les Russes ne s'étaient pas attaqués aux infrastructures, notamment énergétiques, de l'Ukraine jusqu'en octobre. Et c'est en octobre, après que tous ces attentats aient eu lieu, que les Russes ont dit, bon, maintenant, vous voulez prolonger la guerre, alors vous allez voir ce que ça va en coûter, parce que les Russes ont aussi compris que remettre l'Ukraine sur pied deviendrait une responsabilité des Occidentaux, parce que c'est un peu le deal implicite qu'il y a entre l'Ukraine et les Occidentaux, c'est-à-dire que l'Ukraine fait sa guerre, mais que derrière, c'est les Occidentaux qui amènent quand même les milliards pour maintenir à flot et pour réhabiliter le pays. Et je pense que la guerre qui est menée par missiles, par les Russes, contre les infrastructures ukrainiennes, elles sont finalement plus dirigées contre les Occidentaux, qui prolongent la guerre, que contre les Ukrainiens eux-mêmes, si on veut dire ça. Même si, en fin de compte, ce sont bien sûr les Ukrainiens qui souffrent de ça. Mais je pense que le but est de montrer aux Occidentaux, vous voulez prolonger la guerre, eh bien, vous allez payer le prix, si vous voulez, pour prolonger cette guerre. Qui veut la paix du côté occidental et du côté russe, selon vous? C'est une bonne question parce que au début de l'offensive russe, c'est-à-dire en février, je pense que les Ukrainiens ont compris que cette guerre allait leur coûter très très cher. Et c'est pour ça que Zelensky a fait des offres de négociation. Il faut comprendre, et de nouveau je n'invente rien, contrairement à ce qu'on dit dans la presse, il y a eu l'idée de déclencher cette guerre. Et je reviens toujours à ce qu'a dit le conseiller de Zelensky en 2019, Alexei Arestovitch, qui a expliqué que l'Ukraine allait être, si vous voulez, utilisée
pour qu'on puisse infliger une défaite déterminante, décisive à la Russie. Et dans l'esprit des Ukrainiens, je ne sais pas si c'est ce qu'on leur a présenté, si c'est ce qu'on leur a dit exactement, mais d'après ce que dit Arestovitch, on a promis aux Ukrainiens que la Russie n'arriverait pas à tenir plus de quelques jours dans une guerre et qu'elle s'effondrerait presque instantanément grâce aux sanctions. Au début d'un conflit, il n'y aurait pratiquement pas de guerre. La Russie, et je vous rappelle aussi ce qu'avait dit Bruno Le Maire sur une chaîne française, où il avait dit « Nous avons provoqué l'effondrement de la Russie ». Il était convaincu que la Russie allait se mettre à genoux en quelques heures. Or, ça n'a été de loin pas le cas. On a très largement sous-évalué la capacité de la Russie, les capacités économiques, les capacités industrielles, les capacités militaires de la Russie. On a aussi sous-évalué le soutien populaire de la population russe par rapport au gouvernement russe. Le résultat est que la guerre a été plus brutale, elle a duré plus longtemps que ce qu'on aurait prévu. Et Zelensky, lui, a été en fait pris dans ce jeu. Je pense qu'on a induit Zelensky en erreur. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Ceci étant, il a confié lui-même à CNN un jour. Donc, ce n'est pas de l'imagination de ma part. Je pense que Zelensky a été surpris par ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Donc, il a fait assez rapidement des propositions de paix, et c'est les Occidentaux qui ont freiné. Mais quand ils ont freiné, on était en mars, avril, on était encore au printemps, tout se passait, j'allais dire bien, du point de vue économique, encore en Occident. Et puis, avec l'arrivée de l'automne en Occident, on s'aperçoit que les problèmes énergétiques ne sont pas résolus. On s'aperçoit que la situation financière des différents pays de l'Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni et aux États-Unis, la situation se dégrade, même assez rapidement, que l'inflation augmente. On s'aperçoit aussi qu'on a retiré une certaine méfiance à l'égard des Occidentaux et on a vu finalement des alliés traditionnels des Occidentaux, comme l'Arabie Saoudite, différents pays comme ça, qui sont retournés même de manière assez déterminée vers l'Asie, vers la Chine, vers la Russie aussi, parce que tout d'un coup, ils avaient plus confiance dans l'Asie que dans l'Occident. Tout ceci venant un petit peu en convergent à la fin de l'automne, enfin à la période où on est actuellement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les Occidentaux ont comme on dit en anglais, afterthoughts, c'est-à-dire qu'ils commencent à réfléchir après coup. Puis ils se disent, mais est-ce que vraiment on est sur la bonne voie? Ça a commencé avec les États-Unis qui ont essayé de faire pression sur Zelensky pour qu'il assouplisse sa position par rapport aux Russes. Alors c'est assez curieux parce que les Occidentaux lui avaient demandé de ne pas faire de concessions au mois de mars, enfin février-mars, et puis maintenant on dit que probablement Zelensky devrait être plus souple dans son approche avec les Russes. Le général Milley, qui est le chairman of the Joint Chief of Staff, c'est-à-dire l'équivalent de l'état-major des armées en France, ou chef de l'état-major des armées, a dit, probablement il faut que l'Ukraine se mette dans la tête qu'elle va devoir négocier et qu'elle devra abandonner des terres aux Russes. Et ça, c'est très nouveau dans le langage occidental. Alors ça vient des militaires, c'est intéressant. Ça vient des militaires. Les militaires, je l'ai répété à plusieurs reprises et c'est dans mes livres, les militaires, et notamment les militaires américains, mais pas seulement, on avait aussi des exemples en Allemagne, des généraux qui avaient dit qu'il fallait changer de politique, il ne fallait pas se mettre dans une posture de prolongation de guerre. C'est très bien de soutenir l'Ukraine. La question, elle n'était pas si on soutient l'un ou l'autre, mais de se dire que la guerre n'apportera rien et que l'idée qu'en soutenant l'Ukraine, on va vaincre ou mettre à genoux la Russie, c'était une chimère.
Et ça, les militaires américains l'ont dit très très tôt. Ils n'ont pas du tout été écoutés. Et les élections de mi-mandat aidant aux États-Unis, on a commencé à prêter une oreille plus attentive à ces conseils qui étaient beaucoup plus avisés. C'est d'ailleurs exactement les mêmes que ceux que moi-même j'avais mis dans mes livres, c'est-à-dire que ça sert absolument à rien de prolonger une guerre et que en fait les bellicistes c'était dans nos médias, en particulier les médias européens, parce qu'on voit aux États-Unis, même des médias comme le Washington Post, New York Times, sans parler des autres médias de moins grande importance, qui ont été toujours plus critiques et de plus en plus critiques par rapport à la manière dont l'Occident s'impliquait dans ce conflit. Et aujourd'hui, crise économique aidant, on constate que tout ce qu'on avait imaginé devant conduire à la défaite russe était en réalité que ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, c'est-à-dire on a pris nos désirs pour des réalités, mais que la réalité du terrain est que la Russie a repris, ou pris plus exactement, une partie du territoire ukrainien, qu'elle le tient solidement, et que les populations qui sont sur ces territoires n'ont aucune intention de revenir à l'Ukraine. Ils n'ont jamais été considérés comme des vrais Ukrainiens sous la conduite de Kiev, et ils se sentent beaucoup plus russes qu'ukrainiens, et par conséquent, que ce soit politiquement ou militairement, on a de la peine à voir en l'état comment la situation pourrait revenir au statu quo ante de février, de la fin février. Et maintenant, on s'aperçoit que aux États-Unis notamment, de manière beaucoup moins marquée en Europe, les Européens sont beaucoup plus bellicistes, plus à gauche aussi, mais plus bellicistes, et les Américains pousse les Ukrainiens, et Zelensky en particulier, à plus de modération. Donc actuellement, assez curieusement, alors que ce sont les Américains qui ont été les instigateurs sous des formes différentes de ce conflit, ils sont aperçus que finalement, ils n'en retirent rien. Le but de mettre la Russie à genoux, c'est pas simplement d'avoir tout le monde à genoux en Russie, c'est évidemment de provoquer un changement de régime. C'est-à-dire de pousser la population russe à bout, de la pousser dans une situation où les gens n'arrivent plus à payer les factures, n'arrivent plus à rien payer, et que les Russes se retournent contre le gouvernement. C'est ça l'idée. C'est exactement la même idée, fondamentalement, que ce que les Anglais avaient en 1943 lorsqu'ils bombardaient la population civile allemande. C'est exactement la même chose. On bombarde des civils pour que l'exaspération des civils pousse à se retourner contre le gouvernement allemand. Et pour la question de la Russie, c'était la même démarche, mais avec un processus économique. Cette volonté de renversement, eh bien, elle a manifestement pas fonctionné. Au contraire, on a renforcé l'unité russe, et notamment toutes ces sanctions qu'on a prises. Les sanctions, je pense que les sanctions les plus stupides ont été les plus nocives en réalité, parce elles ont mis en évidence que l'Occident n'aimait pas les Russes. Voilà. Et donc les Russes se sont, comme ça se passe dans un pays où on se sent attaqué de tous les côtés et qu'il n'y a pas d'issue de sortie, on serre les coudes. Puis voilà. Et c'est finalement beaucoup moins ce qui s'est passé en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, justement, il y a eu l'effet inverse. Les Ukrainiens, eux, ont eu une voie de sortie. Ils n'ont pas été dans la situation d'être acculés et donc de serrer les coudes. Et vous voyez beaucoup d'Ukrainiens qui sont ici, qui sont chez nous. Vous vous dites, mais pourquoi ces jeunes Ukrainiens, des jeunes gars vigoureux, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sur le champ de bataille en réalité? Donc, si vous voulez, je ne vais pas me plaindre qu'il n'y ait pas assez de morts en Ukraine, puisque c'est précisément ce que j'aimerais éviter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on attribuait à la Russie a totalement échoué. On est dans des situations que j'appelle asymétriques, c'est-à-dire que on adopte une politique qui finalement se retourne contre nous. Et non seulement ça, mais comme je reviens à cette question des sanctions, pour que les sanctions fonctionnent et pour provoquer ce changement, il aurait fallu que le monde entier déteste la Russie au point de lui appliquer des sanctions.
Or, c'est loin de ne pas d'être le cas. Et on a vu des grands pays comme l'Inde ou la Chine, par exemple, qui ne se sont pas associés aux sanctions. Qui, eux, ont dit, mais écoutez, vous, la guerre en Ukraine, ça c'est un problème européen. Nous, c'est pas notre affaire. Nous, on a des relations commerciales avec la Russie, on les a toujours eues. Pour nous, il n'y a aucune raison de changer de politique. Si vous voulez changer de politique, c'est votre affaire, mais nous, ça n'est pas notre intérêt. Et donc, on a cette partie du monde qui s'est... alors, les Occidentaux y voient une trahison, mais d'un autre côté, personne ne s'est mis du côté du peuple irakien en 2003. Personne n'a demandé de s'unir pour adopter des sanctions contre les États-Unis et la Grande-Bretagne qui attaquaient les Irakiens ou qui ont attaqué les Syriens, etc. On n'a pas fait ça non plus. Donc, le reste du monde dit, ouais, quand ça nous concerne, nous, il n'y a pas de solidarité qui tienne. Et puis maintenant que vous voulez faire vos objectifs, vos petites cuisines en Europe, vous voudriez que nous sacrifions le bien-être de nos citoyens. Et ça, nous ne le faisons pas. Et ça a été assez loin, ceci, parce que et on l'a vu avec l'Arabie Saoudite notamment, qui ne s'est absolument pas plié aux demandes des Américains pour augmenter la production de pétrole, etc. Au contraire, ils ont diminué la production de pétrole. Ils ont fait exactement l'inverse de ce que les Américains voulaient, parce que, tout simplement, ils n'ont plus confiance. Les sanctions qui ont été prises contre les Russes, notamment le gel des avoirs, etc., ça a été pris dans le reste du monde comme étant une défiance aux règles habituelles de la guerre, si vous voulez, ou des conflits, ou la gestion des crises. Et ils se sont dit, oui, maintenant on fait ça pour la Russie, mais le prochain, ça pourra bien être nous. Et donc, il y a cette méfiance qui s'est développée, et qui s'est développée dans tout le reste du monde, et à juste titre. Et ça, je pense que les Américains, aujourd'hui, commencent à le percevoir. Ils commencent à voir que le prix politique qu'ils vont payer dans le long terme, en termes de confiance, par rapport au reste du monde, va être considérablement plus grand que ce qu'ils pensaient, et que probablement que maintenant, calmer le jeu sur le front russe leur permettrait, parce que pour les Américains, il ne faut pas oublier que leur grande menace, à tort ou à raison, c'est la Chine. Et que pour l'instant, eh bien, ils ne font pas l'unanimité non plus, du coup, pour la Chine. Parce que les pays asiatiques se disent, oui, on est en train de faire maintenant, on veut faire la même chose pour la Chine, autour de Taïwan, etc., que pour la Russie. Donc on s'avance nous aussi vers une situation où on nous plonge, sans que nous le voulions, dans la crise économique. Comme les pays européens maintenant, ou les pays comme l'Allemagne, etc. Et donc, si vous voulez, il y a cette méfiance qui s'est instaurée. Ce sont les États-Unis qui ont été les plus mesurés face à la crise du S-300 qui est tombé en Pologne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un missile qui est arrivé accidentellement? Est-ce que c'est une provocation? Même si le missile a été fabriqué en Russie, ce qui n'est pas étonnant puisque l'Ukraine était équipée en matériel d'origine russe, ce qu'on a évoqué, ou ce qu'on évoque, c'est que les Ukrainiens, vu la portée, ça ne peut pas être un missile lancé par les Russes, quel que soit le cas de figure. Il y a deux possibilités. Soit c'est un missile qui a raté sa cible et puis qui est tombé accidentellement sur le territoire polonais, soit, ce que certains évoquent, mais je ne sais pas dans quelle mesure on peut accorder du crédit à ça, c'est les Ukrainiens qui ont délibérément lancé un missile contre la Pologne. Ça, on ne sait pas, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Mais l'hypothèse est intéressante parce que depuis l'été, l'effort des Ukrainiens est d'essayer d'impliquer l'OTAN en Ukraine. Comme vous le savez, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, par conséquent, il n'y a aucune obligation des pays de l'OTAN pour venir s'impliquer en Ukraine, surtout pas contre une puissance nucléaire. Et donc c'est pour ça que les Ukrainiens ont essayé de faire un peu monter les enchères pour que les Occidentaux voient une obligation de s'impliquer. Alors les Occidentaux ne s'impliqueront pas simplement pour les beaux yeux de l'Ukraine, quelle que soit la situation des Ukrainiens. En revanche, les Ukrainiens ont eu en tête que si il y avait une situation
qui se développait en Ukraine, mais qui menace les Occidentaux, alors les Occidentaux pourraient intervenir. Et c'est pour ça que vous avez eu, dans le courant de l'été, des tirs contre la centrale nucléaire de Zaporozhye. Et ça continue d'ailleurs. Et cette centrale, elle est depuis le 4 mars aux mains des Russes. Il y a là des unités de la Rosgvard, donc la garde nationale russes, qui sont en fait des unités sédentaires. C'est des unités qui ne sont pas des unités de combat, c'est des unités qui assurent la protection rapprochée, pas la protection rapprochée, la sécurité d'installation. Et donc, depuis mars, vous avez des unités qui sont déployées là-bas, tout simplement parce que les Russes voulaient éviter des tentatives de sabotage et des choses comme ça, qui auraient conduit à des incidents de sécurité pour la population. Donc, il est peu probable que les Russes tirent sur des installations qu'ils protègent eux-mêmes. Par contre, du côté ukrainien, là, on peut y voir une logique. Parce que en bombardant la centrale et, comme on a vu, d'ailleurs, nos médias sont précités pour dire que c'est les Russes qui bombardent la centrale. De nouveau, j'ai de la peine à suivre la logique de nos médias, mais eux, leur logique, c'est qu'il n'y a que des méchants d'un côté et que des gentils de l'autre. Et donc, voilà. Mais les Ukrainiens avaient sans doute un but plus concret. C'est de créer une situation où un désastre nucléaire pourrait également toucher l'Europe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Zelensky. Il a dit à plusieurs reprises, ce qui se passe à Zaporozhye pourrait vous toucher, il vous faut déployer une force d'intervention, venir avec des forces militaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une mission des Nations Unies qui est allée et c'est avec l'idée des Occidentaux qu'on pourrait faire une zone démilitarisée et puis déployer des troupes de maintien de la paix, enfin que sais-je. Et ça, c'est une constante des Ukrainiens. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont en tout cas fait énormément de publicité autour de crimes de guerre qui, de nouveau, sont pas encore avérés, même si beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, mais comment vous pouvez dire que c'est pas avéré ?» Je me répète simplement ce qu'a dit le ministre suisse des Affaires étrangères. Il disait tant qu'une commission internationale n'a pas déterminé qu'il s'agit de crimes de guerre, eh bien, on ne peut pas dire qu'il s'agit de crimes de guerre. Donc, jusque-là, on en reste à ça du point de vue formel, en tout cas. Néanmoins, ces crimes de guerre ont été utilisés dans le but de mettre en évidence un génocide, un crime contre l'humanité, etc., qui serait de nature à justifier une intervention occidentale. Parce que c'est ça, la constante des Ukrainiens. Ils veulent avoir une présence occidentale parce qu'ils constatent très bien qu'à eux seuls, ils n'arriveront pas à maîtriser la menace militaire russe. Et l'incident qu'on a observé ces derniers temps avec ce missile qui a atterri en Pologne, eh bien, moi je veux bien croire que ce ne sont pas les Ukrainiens qui l'ont envoyé délibérément. Mais les Ukrainiens ont certainement tenté d'utiliser cet élément pour justifier ou expliquer une provocation russe. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Américains ont été assez irrités, parce que vous comprenez, les Américains dans cette affaire, quand on parle de l'intervention de l'OTAN, de nouveau, je répète, l'OTAN n'est pas une organisation multilatérale comme les autres. Toutes les organisations multilatérales que vous avez, que ce soit l'OSCE, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union européenne, eh bien, c'est un certain nombre de pays qui se réunissent et puis qui, entre eux, décident ou prennent des mesures. Enfin, si vous voulez, c'est un travail collectif. L'OTAN n'est pas vraiment une organisation collective. C'est une organisation où un certain nombre de pays ont accepté de se mettre sous la protection d'un autre. Et donc vous avez un primus inter pares là-dedans, et ce primus inter pares, il est primus inter pares simplement parce qu'il a la puissance nucléaire. En fait, l'idée de l'OTAN, dès 1949, c'est de mettre les pays européens sous le parapluie nucléaire américain. Ça veut dire que quand vous avez une intervention de l'OTAN, eh bien, ce sont les Américains qui sont au premier chef concernés.
Et notamment lorsqu'il s'agit d'une action contre une autre puissance nucléaire. Parce que là, du coup, les Américains se mettent en première ligne d'un seul coup. Et ça, les Américains n'en ont absolument aucune intention. Tout allié ou toute la sympathie qu'ils puissent avoir pour les Ukrainiens, ils ne veulent pas s'engager dans un conflit. Parce que le conflit nucléaire, il va inévitablement, si vraiment il arrive au stade nucléaire, il va toucher les deux capitales. Et donc Washington. Les Américains ne veulent pas ça. Donc, et c'est pour ça que les Américains, quand il y a eu cet incident, ils ont regardé les choses avec beaucoup plus de recul, et puis ils ont dit attention là, avant de dire que c'est une provocation russe, d'abord on va y regarder à deux fois, et c'est ce qu'a dit Joe Biden en disant il est improbable que ce soit un missile russe. Ce qui s'est passé, c'est que la publication des photos des restes du missile ont montré que c'est un missile S-300, et donc ça excluait pratiquement ipso facto la provocation russe. Restait la provocation ukrainienne ou l'accident à partir de l'Ukraine. Mais l'insistance de Zelensky à dire non, ça n'est pas nous, c'est les Russes, ça, je pense, ça a agacé profondément les Américains, et pas seulement les Américains d'ailleurs, je pense que beaucoup de pays de l'OTAN ont été, notamment les pays occidentaux de l'OTAN. Les Polonais, eux, ils seraient tout contents d'en découdre avec les Russes. Donc c'est pas tellement eux qui vont calmer le jeu dans cette affaire. Ceux qui ont été les plus circonspects, ce sont les pays de la vieille Europe, si vous voulez. Parce que eux se sont dit d'abord, je pense que ces pays qui sont aujourd'hui les plus touchés par la crise économique, bon, c'est les plus grandes économies de l'Europe aussi, eh bien, ils commencent à voir que, oui, probablement, il faudrait avoir un discours beaucoup moins caricatural sur l'Ukraine. D'ailleurs, vous voyez qu'on commence aussi on commence à parler de crimes de guerre ukrainiens. Avant, on n'en parlait pas du tout. En Suisse, on les cache encore sous le tapis. Mais dans d'autres pays, on en parle parce qu'on essaye de voir aussi le problème, et on pourra peut-être en reparler, mais le langage qu'on a adopté à l'égard de l'Ukraine, qui est caricatural, c'est noir, blanc, exclut toute possibilité de discussion, si vous voulez. Et on est pris par ce discours caricatural. Et aujourd'hui, on sent dans le discours que les politiciens, notamment dans les pays anglo-saxons, se préparent à avoir un nouveau discours et commencent à être un peu plus, peut-être pas critique, mais disons, avoir un ton plus modéré et moins caricatural à l'égard de la Russie et à l'égard de l'Ukraine. Dernière question, Jacques Beau. Comment analysez-vous la phrase du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, je cite, « L'Europe est un jardin, le reste du monde est une jungle, et la jungle pourrait envahir le jardin. » Ça, c'est une remarque qui, assez curieusement, a assez peu fait de bruit en Europe, mais qui a fait un tsunami en Afrique et en Asie. J'ai beaucoup de correspondants en Afrique. Eux ont vu ça comme la preuve que l'Europe était restée un pays colonialiste et n'avait pas abandonné ces vieux démons qu'ils pensaient que l'on disait avoir abandonné. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir cette remarque. Elle tombe vraiment mal. Déjà, elle est inappropriée déjà dans le langage diplomatique. Elle est insultante pour des pays africains, pour le pays du reste du monde en fait. Et qu'elle vienne du chef de la diplomatie européenne, à mon avis, est une indication que l'Europe, d'ailleurs on voit bien, je l'avais d'ailleurs déjà écrit dans mon premier livre sur Poutine maître du jeu, on a vu que l'Europe n'a pas compris son rôle dans ce conflit. Elle est partie en guerre à côté de l'Ukraine, au lieu d'avoir un recul, une distance par rapport au conflit beaucoup plus grande. Et là, il y a
une sorte de, d'ignorance du rôle que pourrait avoir l'Union européenne, un rôle stabilisateur, un rôle facilitateur, un rôle de médiateur. Et tout ça a été, on voit, a été totalement ignoré pendant 9 mois. Et la consécration, c'est un peu cette phrase. En fait, elle est stupide à plusieurs titres. Le premier, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'Europe s'est aliénée littéralement le goodwill du reste du monde. Mais il y a une deuxième chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les sanctions contre la Russie ne peuvent fonctionner que si tout le monde y participe. Donc s'il y a une unité, si on se met tous ensemble. Or là, vous avez, paradoxalement, alors que l'Union européenne a poussé les partenaires indiens, etc., elle a joué de son influence, comme les Américains d'ailleurs, pour que ces pays participent à ces sanctions. Et là, c'est exactement l'inverse qu'elle fait. Elle dit, mais non, nous, on est quand même les seigneurs, et puis vous êtes quand même le restant de la colère de Dieu, et s'il vous plaît, faites ce qu'on dit, mais faites pas ce qu'on fait. Les barbares. C'est les barbares. C'est exactement ce que les Romains, d'ailleurs, appelaient les barbares. Alors aujourd'hui, le mot barbare a pris une autre connotation, mais en fait, les barbares, c'était tout ce qui était hors de l'Empire romain. Et on a exactement cette même image aujourd'hui. Les barbares, c'est tout ce qui est étranger au jardin, n'est-ce pas? Nous, on a la civilisation et le reste du monde, voilà, c'est les barbares. C'est stratégiquement faux, c'est politiquement faux et surtout, c'est humainement stupide. Jacques Bourreau, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres majeurs aux éditions Max Milo. D'abord Gouverné par les fake news, puis Poutine, maître du jeu, et ensuite Opération Z, paru en septembre. Merci. Merci à vous.